Wang Cheng, fils d'une ancienne famille de Pingyuan, était d'une nonchalance rare. Ses moyens d'existence déclinant de jour en jour, il ne lui restait plus que les quelques pièces d'une maison délabrée et une natte à couvrir les vaches, dans laquelle il se roulait avec sa femme, occasion d'incessantes et insupportables querelles. C'était alors le plein été, époque où la chaleur était si étouffante que la plupart des villageois passaient la nuit sous le seul kiosque encore debout dans le parc des Zhao, un domaine complètement en ruine aux abords du village. Wang en faisait autant, mais alors que les dormeurs se dispersaient dès l'aube, lui seul ne se levait que lorsque le soleil rougeoyait à hauteur de 3 perches, puis s'attardait longuement avant de se décider à rentrer chez lui. Ce jour-là, il aperçut dans l'herbe quelque chose qui brillait, une épingle à cheveux en or. Il la ramassa et l'examina. Il déchiffra, finement gravés, les caractères suivants. Fabriqué pour le palais du gendre princier. Comme son grand-père avait été dans cette position de gendre au palais du prince Reng, Wang avait vu dans sa famille maints objets anciens qui portaient cette marque. Il restait donc planté là, l'épingle en main, ne sachant trop que faire, quand parut soudain une vieille femme qui la cherchait. Si pauvre qu'il fût, Wang était honnête. Il la lui rendit immédiatement. Ravie, la femme fit les plus grands éloges de cette preuve de haute vertu, puis ajouta « J'y tiens beaucoup, parce que c'est un souvenir de mon défunt mari, non pour les quelques sous que pourrait valoir l'objet. » « Qui donc était votre mari ?» ?»« Le feu gendre princier, Wang Lianji, » répondit-elle. « Mais c'est mon grand-père !» se récria Wang, stupéfait. « Comment l'avez-vous rencontré ?»« Vous êtes donc son petit-fils ?» répliqua la vieille, non moins étonnée. « Je suis en vérité une renarde et m'étais liée à votre ancêtre il y a un siècle. Je me suis retiré après son décès. À croire que c'est le destin qui a voulu que je perde par ici cette épingle pour qu'elle tombe entre vos mains. » Comme il avait entendu parler de cette femme renarde du grand-père, Wang la crut sur parole et l'invita à passer chez lui. Elle le suivit. Il appela sa femme. Elle se présenta en haillons, le visage creusé par la faim. « Hélas !» soupira la vieille. « Le petit-fils d'un prince en est donc arrivé à une telle misère ?» Puis son regard tomba sur le fourneau éteint et délabré. « Comment faites-vous pour survivre au point où vous en êtes ?» Ravalant ses larmes, l'épouse fit alors un récit circonstancié, entrecoupé de sanglots, de leur misérable condition. La vieille femme lui tendit l'épingle pour la mettre provisoirement en gage et en tirer de quoi acheter une provision de riz. Elle les pria de bien vouloir la recevoir à nouveau dans 3 jours. Wang aurait voulu la retenir, mais elle rétorqua « Tu n'es même pas capable de faire vivre ton unique épouse. Si je reste, à quoi bon me garder à lever les yeux au plafond sans savoir que faire pour vous aider ?» Elle s'en alla sans plus de commentaires. Lorsqu'il révéla qui elle était, sa femme fut d'abord épouvantée, mais en louant vivement la noblesse morale de cette grand-mère, Wang réussit à la persuader de la traiter en parente. 3 jours plus tard, celle-ci revenait comme elle l'avait promis. Elle produisit plusieurs taels, de quoi acheter un quintal de millet et un autre de céréales. Le soir venu, elle proposa de partager un divan avec l'épouse, pas très rassurée d'abord, mais sa compagne se montrait si aimable que toute prévention la quitta. Le lendemain, l'invité entreprit de sermonner son petit-fils. « Assez paressé. Il faut te mettre à quelque petit métier. Rien ne dure. À rester assis à manger, montagne se viderait. » Comme Wang faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun capital, elle lui répondit. « Du temps où ton grand-père était de ce monde, j'avais autant d'or et de soieries que je voulais à ma disposition. Mais étant de l'autre monde,
Je n'en avais guère besoin et en usais fort peu. J'avais toutefois économisé, pour frais de toilette, 40 taels que je possède encore et dont je n'ai plus l'usage. Prends-les. Investis la somme entière en toile d'été et pars sur l'heure à la capitale. Tu pourrais en tirer un bon profit. Suivant ce conseil, Wang rentra chez lui après avoir acheté une 50aine de pièces de toile. La grand-mère lui recommanda de plier bagages sans tarder, calculant qu'il lui faudrait 6 ou 7 jours pour atteindre Pékin. Il faut faire diligence et non paresser. Se hâter sans traînailler. Un jour de retard et il ne serait plus temps de le regretter. Wang acquiesça fort respectueusement, et, sa marchandise emballée, se mit aussitôt en route. Surpris à mi-chemin par la pluie, vêtements et chaussures trempés, notre voyageur, qui n'avait jamais dû affronter les intempéries, ne put en supporter davantage. Il décida de s'arrêter dans une auberge et de s'y reposer un moment. Qui aurait pensé que le clapotis de la pluie se ferait entendre jusqu'au soir? Ce furent ensuite des cordes qui tombèrent des auvents. La nuit écoulée, les averses redoublèrent de violence. On voyait les passants qui allaient et venaient patauger jusqu'aux mollets. Effrayé par la perspective de pareilles épreuves, il attendit jusqu'à midi. Il commençait à faire plus sec quand de nouveaux nuages noirs rappliquèrent. La pluie reprenant de plus belle, il passa une seconde nuit à l'auberge avant de se décider à repartir. Il n'était plus très loin de la capitale lorsque lui parvint la rumeur que le prix de la toile d'été s'était envolé. Il s'en réjouit fort, mais, à son entrée à Pékin, il déchargeait ses bagages dans une auberge quand le patron lui apprit combien son retard était regrettable. Peu de temps auparavant, la route du sud venant d'être rouverte, le tissu léger de Puéraire était des plus rares. De pressantes demandes émanant de palais de la haute noblesse mandchoue avaient fait flamber les cours, au triple, presque, des prix habituels. Comme ces besoins avaient été couverts l'avant-veille, les retardataires se trouvaient tous désappointés. C'est ce que l'aubergiste se fit un devoir d'expliquer à Wang, fort marri de son échec. Le jour suivant, de nouveaux arrivages de toiles de Puéraire firent baisser les prix un peu plus. Wang ne se résignait pas à vendre sans bénéfice. Il s'attarda une dizaine de jours. Quand on lui fit le compte des frais de séjour, ce fut l'accablement. L'aubergiste l'exhortait à vendre à bas prix, quitte à entreprendre autre chose. Il finit par s'incliner et se débarrassa de la totalité des marchandises à perte, soit plus de 10 taels, le quart du capital investi. Levé de bonne heure cette fois, il allait faire ses comptes en prévision du départ, lorsque, fouillant dans son sac, il s'aperçut que tout l'argent avait disparu. Il l'annonça, atterré, à l'aubergiste, qui ne savait que dire. On lui suggéra de porter plainte et de lui en réclamer le dédommagement. Wang se contenta de soupirer. C'est le destin. Pourquoi en rejeter la faute sur l'aubergiste? Sensible à ce geste, ce dernier lui offrit 5 taels pour le retour et quelques paroles de réconfort. Comment revoir la grand-mère les mains vides? Wang entrait et sortait, se sentant acculé dans une impasse sans issue. C'est alors qu'il aperçut des cailles combattantes. À chaque partie, les enjeux s'élevaient à plusieurs milliers de sapèques. Il en suffisait, en moyenne, d'une centaine pour acquérir un oiseau au marché. L'idée lui vint soudain à l'esprit qu'il avait précisément dans sa bourse de quoi en acheter un lot. Il en parla à l'aubergiste, qui l'y encouragea chaudement.
lui promettant pour ce faire gîte et nourriture, sans même en exiger le prix coûtant. Tout ragaillardi, Wang partit donc en acheter un plein cajot et retourna en ville. L'aubergiste, non moins heureux de son initiative, le félicita de sa célérité. À la tombée de la nuit, il se mit à pleuvoir à verse jusqu'à l'aube. Le jour se leva sur des carrefours qui ressemblaient à des confluents de torrents. Les gouttes ne paraissaient nullement sur le point de s'arrêter de tomber. Force lui était d'attendre le retour du beau temps. Ce fut un déluge plusieurs jours d'affilée. Il souleva les cages pour examiner leur état. Malheur, les cailles commençaient à crever. Affolé, Wang ne savait à quel dieu se vouer. Le jour suivant, le nombre d'oiseaux morts avait encore augmenté. Il ne restait plus que quelques cailles qu'il réunit dans une même cage pour les nourrir plus commodément. La nuit passée, lorsqu'il revint les voir, il n'en restait plus qu'une. Il fit part de la catastrophe à l'aubergiste, sans pouvoir se défendre de verser un flot de larmes. Compatissant, celui-ci l'étreignit avec émotion. Complètement ruiné, sans moyen de rentrer, Wang ne songeait plus qu'à se donner la mort. Mais l'aubergiste s'employa à le réconforter et à lui faire reprendre courage. Ils allèrent ensemble examiner la caille survivante. « C'est un oiseau magnifique », assura l'aubergiste à l'issue d'un examen minutieux. « Il n'est pas exclu que ce soit lui qui ait tué les autres cailles en vaillant combat. Puisqu'il ne vous reste plus d'autre solution, prenez-le donc en main. S'il est aussi fort que j'ai lieu de le penser, vous pourrez vivre de ses exploits. » Wang se rangea à ses directives. Quand la caille fut suffisamment entraînée, l'aubergiste la lui fit emmener au coin de la rue pour parier sur la nourriture et la boisson. D'une extrême vaillance, l'oiseau gagnait à chaque fois. Satisfait, l'aubergiste confia de l'argent à Wang pour engager cette fois des paris avec les fils de famille nobles. Le coq remportait toujours la victoire. En 6 mois, Wang avait réuni 20 taels. Dès lors pleinement réconforté, il tenait à l'oiseau plus qu'à la vie. Il y avait alors un grand prince de sang, passionné de combats de cailles, qui, chaque année, à la fête de la première lune, ouvrait son palais à tous ceux, dans le peuple, qui voulaient opposer des coqs aux siens. La fortune vous attend aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de la saisir, dit l'aubergiste à Wang. Pourvu que votre heure soit arrivée, sait-on jamais. Il lui en expliqua la raison, se proposa de le conduire au palais et, en route, lui fit les recommandations suivantes. Si l'oiseau est battu, faites-en votre deuil et sortez sans tarder. Il n'y a qu'une chance infime de l'emporter, mais s'il l'obtient, le prince voudra certainement l'acheter. Refusez. S'il insiste de façon de plus en plus pressante, gardez l'œil sur moi et n'acceptez que lorsque je vous aurai fait un signe d'assentiment. Entendu. Arrivés à la résidence princière, ils trouvèrent une foule de propriétaires de cailles qui jouaient des épaules au pied des marches. Un moment plus tard, le prince prenait place dans la salle d'audience. « Que celui qui souhaite participer au combat monte !» proclamèrent des officiers de son entourage. Aussitôt, un homme tenant une caille s'empressa d'entrer. Le prince donna l'ordre de lâcher sa caille. L'homme en fit autant. La caille de ce dernier fut vaincue dès le premier assaut. Le prince partit d'un grand rire. Ce fut en peu de temps une noria de concurrents
qui montait et redescendait, dépité. « C'est le bon moment », murmura l'aubergiste qui gravit les marches avec Wang. Le prince jaugea l'oiseau. Des yeux marqués des veines de la colère. Plumage solide à ne pas sous-estimer. Il donna l'ordre de lui opposer bec de fer. Au second engagement, l'oiseau du prince était hors de combat. Il en choisit un plus puissant qui fut vaincu à son tour. Il en fut de même chaque fois, jusqu'à ce que le prince donna l'ordre d'aller chercher au palais Caille de Jade. On l'amena peu après. L'oiseau avait le plumage blanc de l'aigrette et un port d'une exceptionnelle beauté. Profondément inquiet, Wang s'agenouilla et implora de faire cesser les combats. « La Caille de votre Altesse est une divine créature. Je crains qu'elle ne détruise mon oiseau et ne ruine mes moyens d'existence. »« Laisse-lui une chance, » répliqua le prince avec le sourire. « Si elle ne succombe pas dans ce combat, je saurai te dédommager généreusement. » Wang lâcha son oiseau. Caille de Jade se précipita aussitôt sur lui. L'oiseau de Wang l'attendit, comme un coq excité, tapis au sol. Puis, pour échapper au coup du bec redoutable de Caille de Jade, il s'éleva en voltigeant à la façon de la grue avant l'attaque, avançant, reculant, montant, ne descendant aux prises avec son adversaire qu'à de brefs moments. Caille de Jade commençait à faiblir, tandis que l'ardeur et la combativité de l'oiseau de Wang allaient en croissant. Son plumage de neige froissé, les ailes pendantes, Caille de Jade ne tarda pas à rompre le combat et à prendre la fuite. Pas un des milliers de spectateurs qui ne retint un soupir d'admiration. Le prince fit chercher l'oiseau, le prit personnellement dans ses mains et l'examina soigneusement du bec aux griffes. Il se tourna vers Wang. « La caille est-elle négociable ? » « Je ne peux compter sur des ressources régulières. C'est de cet oiseau que je dépends pour vivre. Je ne veux pas le vendre. Je t'en offrirai un bon prix, le revenu d'un propriétaire foncier moyen, 100 taels. Y consens-tu ? » Après un long moment de réflexion, tête baissée, Wang répondit « À vrai dire, je n'ai nulle envie de m'en séparer, mais je vois combien votre Altesse y tient. Que puis-je demander d'autre si ce n'est de quoi me nourrir et m'habiller ?» Comme le prince le priait de préciser ce que cela représentait, il lâcha. 1000 taels. « Tu es fou, » rétorqua le prince en riant. 1000 taels ? Est-ce donc là un trésor si précieux ? Ce n'est peut-être pas un trésor aux yeux de votre Altesse, mais au mien, le jade échangé contre 15 places fortes ne le vaudrait pas. Comment cela ? Je l'emmène au marché et en tire jour après jour plusieurs taels. De quoi me procurer un boisseau de grains quotidien, écarté d'une famille plus nombreuse que les 10 doigts de la main, tout souci de souffrir de la faim ou du froid. Il n'est de trésor qui saurait lui être comparé. Je ne te ferai pas de tort, je t'en donne 200 taels. Wang secouait la tête. Le prince proposa 100 taels de plus. Wang chercha des yeux l'aubergiste, dont le visage restait impassible, et répondit « Je suis aux ordres de votre Altesse, prêt à réduire mon offre de 100. » « Hors de question. Qui consentirait à donner 900 taels en échange d'une caille ?» Wang remballa l'oiseau et s'apprêtait à partir. Le prince le rappela. « Reviens, oh là, l'homme à la caille. Sérieusement, je t'en offre 600. Vends si tu veux. Sinon, restons-en là. » Wang regarda l'aubergiste qui gardait un air parfaitement détaché. Finalement, poussé par le désir de conclure et la crainte de laisser passer une si belle occasion, Wang capitula. Vendre à ce chiffre me laisse à vrai dire bien insatisfait, mais je me sentirai encore plus fautif de n'avoir conclu de transaction avec votre Altesse. Ainsi soit-il. Je suis à vos ordres. Ravi,
le prince lui fit peser et remettre les 600 onces d'argent que Wang mit dans son sac avant de remercier et de sortir. « Ne te l'avais-je pas dit ?» grommelait l'aubergiste. « Étais-tu si pressé de vendre ? Il aurait suffi de le tenir serré un moment de plus et tu en aurais eu 800. » Rentré à l'auberge, Wang jeta l'argent sur la table et invita l'aubergiste à se servir. Celui-ci refusa, et ce n'est que sur la vive insistance de Wang qu'elle consentit à calculer les frais de nourriture de son hôte, ne voulant rien prélever de plus. Wang fit ses bagages et retourna chez lui. Arrivé dans sa famille, il raconta ses aventures, et, fêté de tous, étala l'argent qu'il avait gagné. Avec cette somme, la grand-mère lui fit acquérir 300 mous de bonne terre, y construire une résidence et l'aménager. Bref, de quoi mener un train de vie de famille noble. Levé tôt, la grand-mère faisait surveiller les labours par son petit-fils, et le tissage par sa femme. Elle le tensait à la moindre négligence. Le couple avait retrouvé la paix, et se gardait de toute parole empreinte de ressentiment. 3 années s'étaient écoulées dans une prospérité croissante, lorsque la grand-mère fit ses adieux et se disposa à partir. Elle y renonça toutefois devant l'insistance du couple en larmes. Mais quand ils passèrent la voir le lendemain au point du jour, elle avait disparu. Le chroniqueur de l'étrange. Richesse ne s'acquiert que par diligence et travail, sauf exception, comme ici, où elle procède de la paresse et du désœuvrement. Par ailleurs, il faut prendre en considération le fait qu'il a su rester de bonne humeur, bien que transi de misère jusqu'aux os. C'est là, précisément, la raison pour laquelle le ciel l'a d'abord abandonné et ensuite pris en compassion. Ce n'est évidemment pas de la paresse que procèdent honneurs et richesses.